On va regarder plusieurs tips pour t'aider à chasser les airdrops plus efficacement. Le premier, c'est d'être dans le top 30% des meilleurs utilisateurs. Les projets qui font des airdrops, leur objectif c'est de récompenser les utilisateurs actifs. Du coup, tu veux pas être le bonhomme qui bridge avec 5$, qui fait 2 transactions et qui a même plus d'argent pour repartir de l'autre côté. Alors je suis conscient que le top 30% comme ça peut sembler assez arbitraire, mais pourtant il y a différentes façons de jauger et de savoir où est-ce que tu te situes sur un projet. On va prendre un exemple, par exemple ici sur Vela qui devrait faire un airdrop très bientôt, et on connaît déjà les critères, on sait que ce sera majoritairement sur le volume. Et ça tombe plutôt bien parce qu'il y a un Dune Analytics avec toutes les données de Vela. Et juste en dessous ici on a un tableau qui récapitule les meilleurs utilisateurs en fonction de leur volume. Par exemple ici on peut voir que l'utilisateur number one, il a fait 117 millions de volume sur la plateforme. On sait également qu'il y a environ 44 000 utilisateurs actifs, ce qui rapidement voudrait dire qu'on essaye de se retrouver dans le top 10 000. Et figure-toi que juste en dessous on a le top 5000 du volume. Et le top 5000 ça correspond à 121 000 $ de volume. Ce qui correspond à peu près au top 10% des utilisateurs qui ont le plus utilisé la plateforme. Et en extrapolant un petit peu, on peut imaginer que le top 30% doit être à peu près 40 000 $ de volume. Même si en réalité, je pense qu'il est à moins que ça. Et voilà, si tu veux jouer Vela, maintenant t'as un objectif clair. Et en cherchant un petit peu, voilà ce que j'ai trouvé pour Arbitrum. On a 75% des adresses qui ont débarqué sur Arbitrum qui ont fait moins de 10 transactions. Si tu prends le raisonnement de te dire que tu vas être dans le top 30%, ça veut dire que tu aurais fait au minimum entre 10 et 30 transactions. Et entre 10 et 30 transactions, franchement, c'est quasiment rien. Et juste avec ce petit raisonnement-là pour Arbitrum, tu aurais pu être éligible ou alors gagner plus de jetons Arbitrum. Donc garde bien ça en tête. L'objectif, c'est d'être dans le top 30% des utilisateurs. Et encore un autre exemple avant de passer au prochain tips. Ici, c'est sur ZK-Sync. Et si on descend un petit peu, on peut voir l'argent qui a été déposé par les utilisateurs. Tu peux voir que quasiment 75% des personnes qui ont utilisé ZK-Sync, ils ont déposé moins de 0,1 Ethereum. Donc de nouveau, en suivant cette logique, l'idée ce serait de déposer plus que 0,1 Ethereum. Je pense que tu as capté, donc on passe au tips suivant. Souvent, je reçois des commentaires qui me disent « mais j'ai pas le budget ». Et je pense que pour la plupart des gens qui suivent cette chaîne, c'est pas une question de budget, mais c'est une question d'intention. Je pense qu'une écrasante majorité a plus de 180 $ investis, toutes cryptos confondues. Et juste ça, pour la majorité des L2, ça suffit à te placer dans le top 30%. Ensuite, on m'a également dit que les frais de transaction coûtent cher. Et je suis totalement d'accord, sur les L2, les frais de transaction sont quand même plutôt chers. Mais c'est pas non plus abusé au point d'être inutilisable. Si tu te donnes un objectif de 25-30 transactions sur un réseau, en admettant que la moyenne des frais de gaz est à 50 cents par transaction, ce qui fait environ 15 $ de frais de transaction. Et ça splitté sur plusieurs mois si tu fais les choses correctement et que tu utilises réellement les projets. Plus tu peux également prendre en compte le fait que si tu joues correctement tes cartes, tu peux tirer un profit sur les cryptos que tu achètes ou que tu revends. Mais après c'est comme pour tout dans la vie, il faut savoir ce que tu veux. Est-ce que tu as envie de participer aux airdrops ou est-ce que tu as envie d'aller faire autre chose avec ton argent? Et ça c'est une décision que seul toi peux prendre. Ensuite j'ai très souvent cette question qui revient, est-ce que c'est sûr qu'il va y avoir un airdrop? Sur l'écrasante majorité des projets, il n'y a absolument aucune garantie qu'il y aura un airdrop. Et ça fait partie du jeu et c'est pour ça que je présente plein de projets qui sont susceptibles de faire des airdrops. Du coup oui, c'est possible que si tu participes juste à un projet, t'aies pas de chance et finalement il n'y ait pas d'airdrop derrière. Maintenant si tu dézoomes un coup et que tu réfléchis un petit peu différemment, c'est juste un jeu des grands nombres et l'idée c'est de participer au maximum de projets possibles. Même si tu participes à 10 projets différents, tu peux quasiment être sûr qu'à un moment tu vas avoir un airdrop qui va tomber et qui sera plus intéressant que ce que tu as dépensé. Mais ça implique une certaine notion de risque et je sais que pour la plupart des gens, ce qui est risqué, ça fait peur. C'est pour ça que de mon côté, je fais pas juste les airdrops parce que j'ai envie de choper un airdrop, mais parce que ça m'intéresse de découvrir ce qu'ils ont sur leurs écosystèmes, les différents projets. Comme ça, dans le meilleur des cas, je reçois un airdrop et sinon, j'ai appris de nouvelles choses. Même si je me doute que cette philosophie-là, elle ne plaira pas à tout le monde. Maintenant, il y a également des alternatives qu'on peut qualifier de gratuites qui existent. Et là, ça va surtout être des testnets. Du coup, des réseaux sur lesquels les crypto-monnaies n'ont aucune valeur, mais qui ont juste pour objectif de tester, de faire des stress tests sur la blockchain, de regarder si les personnes qui déploient ça fonctionne bien, etc. Et de temps en temps, il y a des récompenses pour les personnes qui ont testé ces réseaux-là. Mais par contre, ça reste quand même plutôt rare. La majorité des airdrops qui ont eu lieu jusqu'à présent, c'était des airdrops sur mainnet. Libre à toi de jouer les testnets si tu veux, mais ton taux de chance de gagner est plus faible que si tu joues les mainnet. Après, il y a encore une autre alternative, c'est de faire tourner des nœuds pour des testnets, et ça en général, par contre, c'est quasiment sûr à 100% que t'es gagnant. Parce que très souvent, les projets annoncent à l'avance que les personnes qui font validateur sur un réseau de test, elles seront récompensées. Mais là aussi, encore une fois, ça demande un minimum d'investissement. C'est pas gratuit de faire tourner un serveur. Une autre question que j'ai retrouvée très souvent dans les commentaires, c'est de savoir si c'est trop tard. Alors déjà, il faut savoir que les adresses qui sont éligibles à un airdrop, très souvent, elles sont prises par snapshot. Une snapshot, c'est tout simplement une photo de la blockchain à un instant T. Et cette photo-là, elle permet d'avoir des informations sur la blockchain à l'instant T. Et donc de savoir que ton adresse, à la date du 6 février par exemple, elle a fait 25 transactions sur Arbitrum. Et suite à ça, en fonction de ton score, tu vas recevoir un airdrop ou pas. Mais ça veut également dire que tout ce qui a été fait après le 6 février ne compte pas pour l'airdrop. D'où la question que je reçois souvent, c'est est-ce que c'est trop tard? En réalité, je peux pas répondre à cette question. Tout simplement parce que la date de la snapshot des projets, c'est quelque chose qui est privé. Et donc, à moins d'avoir un pote qui est infiltré dans ces boîtes-là, ça me paraît plutôt compliqué de savoir. Surtout
surtout que l'écrasante majorité du temps, elles sont annoncées a posteriori. Du coup, si je peux te dire quelque chose pour ça, c'est que le meilleur moment pour commencer c'était hier, mais que le deuxième meilleur moment pour commencer c'est aujourd'hui. Une autre question qui revient assez souvent, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe si ça marche pas. Et bien si ça marche pas, normalement l'argent que tu as utilisé pour faire la chasse aux airdrops, c'est de l'argent que tu as considéré comme de l'argent investi. Et à partir du moment où tu as de l'argent qui est considéré comme investi, peu importe ce qui lui arrive, même s'il va à zéro, normalement tu es censé être ok avec. C'est le jeu et c'est comme ça que ça joue. Et toutes les personnes qui jouent à la chasse aux airdrops, elles sont conscientes de ça et elles acceptent les risques. Maintenant sur une note plus positive, est-ce que tu connais une autre industrie dans laquelle n'importe qui peut participer? Et surtout dans laquelle il suffit de cliquer sur quelques boutons pour pouvoir générer plus tard quelques centaines, quelques milliers, voire même quelques dizaines de milliers d'euros. Je crois bien que c'est la seule industrie qui permet ça à l'heure actuelle. J'ai également vu pas mal de questions qui demandaient comment sont distribués les airdrops et comment est-ce qu'on les récupère. Là en général il y a deux méthodes différentes. Soit c'est un véritable airdrop et t'as rien besoin de faire, c'est directement livré sur ton wallet. Donc à une date définie à l'avance ou pas, tu reçois tes tokens et à partir de là tu peux en faire ce que tu veux. Et la deuxième possibilité c'est que ça fonctionne comme un clem. L'exemple le plus récent, Arbitrum, il fonctionnait avec un clem. Il fallait aller sur un site et il fallait cliquer sur un bouton pour passer une transaction afin de recevoir tes jetons. Donc ouais, en général la procédure est quand même plutôt simple. Autre chose que j'ai vu revenir assez souvent et que j'ai l'impression que pas grand monde comprend, c'est le prix de vente quand on reçoit un airdrop. J'ai vu pas mal de personnes râler sur Twitter qu'ils n'ont pas réussi à vendre à 5 voire même 10 $ leur Arbitrum. Alors on va faire un petit check de réalité. Voilà donc la charte du lancement d'Arbitrum sur Index Screener. Je te laisse regarder le volume qui est totalement négligeable jusqu'à 2,32 et qui commence seulement à augmenter aux alentours de 1,50. Ce volume là et les personnes qui ont réussi à vendre au-dessus d'1,50 $, ce sont les personnes qui avaient des nœuds dédiés, ce sont les personnes qui avaient des smart contracts dédiés, ce sont les personnes qui avaient des serveurs dédiés et qui faisaient tout tourner avec des robots pour optimiser le process. La plèbe, du coup nous les gens normaux, on a seulement pu commencer à récupérer nos tokens vers 15h. Et vers 15h le prix était déjà à 1,32. Donc les personnes qui râlent sur Twitter et qui me disent oui mais ta stratégie j'ai pas pu vendre à 10 $. Il y a peut-être 5 bonhommes avec un setup ultra optimisé qui ont pu vendre à plus de 5 $. Il y a littéralement 10 000 $ de volume entre un Arbitrum à 5 $ et un Arbitrum à 2,50 $. Et pour ceux qui se posent la question, oui en général ça se passe comme ça à chaque airdrop. Alors bon en général l'Explorer et le site pour clem ne sont pas censés tomber en panne, mais oui pour chaque airdrop qui est assez gros et pour lequel il y a un clem, et très souvent la blockchain sur laquelle l'airdrop a lieu elle est en pleine galère et c'est très compliqué. Les frais augmentent, les transactions passent pas, c'est un classico-classique. Donc oui tu n'as rien raté et oui tu n'avais quasiment aucune chance de vendre au-dessus d'1,50 $. Bonne nouvelle par contre, si tu as fait partie des plus patients, tu as eu l'opportunité de vendre à 1,50 $ plus tard. Et d'ailleurs je pense que dans les semaines à venir il y aura d'autres opportunités. À l'heure actuelle Arbitrum est classé 36e et je me fais pas trop de soucis qu'il a au moins sa place dans le top 25. Et pendant qu'on parle encore de l'airdrop d'Arbitrum, j'en profite pour te dire qu'il y a une offre plutôt sympathique sur Bybit en ce moment. Ils ont ouvert une pool de stacking et qu'il y a 150 000 jetons Arbitrum à se partager dedans. Et autre chose, si t'as pas encore de compte chez Bybit, il y a 50 $ offerts pour faire du trading sur ton premier dépôt de 100 $. C'est donc plutôt sympa si tu veux te lancer dans la crypto ou alors définir une deuxième base. Et ça c'est uniquement avec mon lien d'affiliation dans la description. Sur ce, je te remercie de ton attention et je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.